Aujourd'hui, je sors des sentiers battus. Je suis allé dans un restaurant où je vais de temps à autre, qui me plaît bien. On y mange très bien. La carte des vins, c'est un peu toujours la même chose. Donc, je regarde la carte des vins et puis j'arrive pas forcément toujours à trouver mon bonheur. C'est pas leur point fort. On mange mieux qu'on boit. Et en discutant avec un des serveurs, euh, il me regarde et il voit que j'aime bien le vin. Et puis il me dit, écoutez, j'ai une petite trouvaille que je peux vous conseiller, un vin qui n'est pas sur la carte. Et voilà, c'est un très beau vin que j'ai goûté. Il me reste une bouteille et j'ai pensé que je ne voulais pas la mettre sur la carte, il ne me reste plus qu'une. Et puis je vois que vous êtes amateur, il l'a tout de suite vu. Et il est venu avec cette bouteille et j'avoue que c'était une énorme surprise parce que d'abord c'est un vin que je ne connais pas, d'une région que je connais très peu, pour ainsi dire, c'est-à-dire la côte ouest des États-Unis. Euh, Même si mon ami Hassan en déguste très souvent et qu'il m'initie régulièrement, il fut un temps, j'étais beaucoup plus connaisseur, mais des domaines que je connaissais, bon, il y en a pas mal qui existent encore, mais il y a tellement eu de nouveaux domaines que voilà, j'avoue que je suis un peu largué. Donc là, j'étais content que ce serveur me propose un domaine. Qui plus est, j'ai trouvé la bouteille franchement très belle. La voici donc. Et j'ai été très attiré en fait par l'étiquette, puis par la contre-étiquette, que j'ai trouvée très élégante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai pensé qu'elle véhiculait un message, ce que je pense toujours d'ailleurs. On dit souvent que l'aspect extérieur d'un produit, le vin compris bien entendu, et l'étiquette et la bouteille influent sur le consommateur que je suis ou l'amateur que je suis, pour utiliser un mot un peu moins courant. Eh bien, cette bouteille-là m'a attiré l'œil et donc je me suis prêté au jeu. Et voilà, donc j'ai dégusté ce vin au restaurant et que j'ai vraiment adoré. Et donc depuis, je me suis un peu renseigné. Je vais vous raconter un tout petit peu d'histoire très vite. Donc, le vigneron s'appelle Dave Finney. Il se destinait en fait, il avait fait des études de sciences politiques et ça ne le bottait pas trop. Pourtant, c'est la voie qu'il avait choisie. Et un jour, en Toscane, il est tombé amoureux du vin, puis il s'est dit, tiens, c'est ma vocation. Et en rentrant euh, à Los Angeles, où il habitait, il a envoyé 50 lettres de candidature spontanées. Et c'est le grand domaine Robert Mondavi qui l'a recruté comme travailleur de nuit. Il y a mieux pour commencer à apprendre le vin. Mondavi, c'est un énorme domaine. Et là, évidemment, ils ont du travail qui a lieu le jour et la nuit. Donc, ils faisaient ce qu'on appelle le night shift, c'est-à-dire vraiment le travail horaire nocturne. Bon, et c'est une manière de se former comme une autre. Et puis ensuite, je vous passe, et un jour, il a monté son domaine, qu'il a appelé Orin Swift Cellars. Et il a tout de suite fait des cuvées assez, on va dire, plutôt même au début un peu trop costaudes, et ensuite il a retrouvé son style. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est la vigne et le vin et le chai. Voilà, la vigne, le vin et le chai. Et c'est pas trop son truc de s'occuper des ventes, de développer les ventes, etc. Tout ça, c'est un autre métier. Et il y a relativement peu de temps, il a vendu à une énorme autre maison que vous connaissez sans doute de nom, qui s'appelle la maison Gallo, qui est un des plus grandes maisons de négoce et de domaine aux États-Unis. Et là, il fait donc une cuvée qui est un assemblage de... Alors, c'est pas de la Napa Valley, c'est pas de la Sonoma Valley, c'est pas non plus Montelena, c'est un assemblage de 3 parcelles à l'échelle. Alors, imaginez, certains qui ont déjà été sur la côte ouest, mais imaginez, nous sommes en Bourgogne, et encore, je pourrais peut-être même un peu plus exagérer. C'est comme si vous faisiez un assemblage
d'Auxerrois, de Beaune, de Chalonnaise et même de Beaujolais. Voilà, allez hop. Et en plus, vous y mettez 4 cépages, dominante, je crois même 5, dominante petite Syrah, qui est le cépage du Rif. Je reviendrai un jour là-dessus. Je crois que dans une vidéo, je déguste une petite Syrah. Je dois pouvoir vous la retrouver en commentaire. Et 4 autres cépages, Syrah, Grenache, Zinfandel et Viognier. Viognier comme dans les côtes rôties. Alors, nous voilà donc face à un vin qui titre à 16,1 degrés, 16,1% d'alcool, ce qui est quand même un vin assez costaud. J'ai été sous le charme de ce vin et c'est là que je vais redéguster avec vous. Alors, la couleur est très sombre, très violette encore dans les reflets, donc une robe extrêmement jeune. C'est un 2019, donc un vin d'âge encore jeune, donc tout ça n'est pas étonnant, mais c'est un vin qui a une teinte assez foncée, comme de l'encre. Et maintenant, à la dégustation. Alors, c'est là que je vais sans doute vous surprendre. Ce vin est alors, pas dans ce que je vais dire tout de suite. Ce vin est d'une grande fraîcheur, malgré ses 16 degrés d'alcool, 16,1. Il est sur le cassis, extrêmement sur le cassis, on dirait presque de la crème de cassis. Vous savez, les belles crèmes bourguignonnes, quand elles sentent, etc., et les arômes qu'elles peuvent communiquer, il y a cette densité et ce velouté, cette texture très veloutée dans le fond du palais qui donne une sensation de légère douceur et puis de grande amplitude. Et quand je dis fraîcheur, énorme, c'est-à-dire qu'on ne sent pas l'alcool du tout, aucune chaleur. Là où je vais vous étonner, et peut-être vous allez dire, il y a quelque chose de curieux dans les bouteilles que je vous propose. Cette bouteille-là, en fait, je l'avais totalement oubliée. C'est-à-dire que je l'ai évidemment, bon, évidemment non, mais je ne l'ai pas terminé au restaurant. Il restait une demi-bouteille. Je l'ai rebouchée et je l'ai laissée dans ma cave à vin, dans mon armoire à vin. Et de temps en temps, j'ouvrais mon armoire et je voyais cette bouteille et j'avais oublié que c'était en fait cette bouteille-là que j'avais entamée. Je pensais que j'en avais trouvé une autre. En fait, je n'ai pas réussi à en trouver. Elle est assez rare à trouver, en tout cas en Europe, sûrement plus facilement aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, en sortant la bouteille, je me suis rendu compte que c'était la même bouteille que j'avais ouverte. Et cette affaire date d'il y a, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que ça devait être au moins 2 mois. Donc vous imaginez, en 2 mois, le vin a tenu de manière absolument incroyable. Ce qui veut dire que parfois, sans système sophistiqué de conservation avec du gaz ou avec de l'aspiration de l'air, je ne veux pas citer des marques qui sont très connues, simplement la bouteille rebouchée, couchée dans une armoire à vin, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Là, c'est assez étonnant parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je vous parle d'un vin que j'ai dégusté il y a 2 mois au plus, qui était superbe et qu'aujourd'hui il est totalement abîmé et il ne reste plus que des lames de souvenirs? Ben non, c'est pas le cas. Là, l'heureuse surprise que j'ai eue en dégustant là devant vous, c'est de réaliser à quel point le vin est encore absolument superbe. Donc une dernière gorgée pour essayer de vous en dire un peu plus. Alors, il y a des leuvages, mais l'élevage est tellement bien
totalement intégré. Et je pense que la matière, il y a une très belle longueur en bouche, il y a une matière d'une belle densité, d'un plaisir en bouche qui fait que, oula, 16 degrés d'alcool, mais comment fait-il? Quel est son secret? Et probablement, c'est un très bon, comme on dit aux États-Unis, winemaker. Ce qu'on pense souvent au winemaker, c'est plus dans le chai, mais lui aussi travaille quand même pas mal dans les vignes. Mais côté chai, ils doivent laisser exprimer le fruit à maturité avec des fermentations qui, à mon avis, doivent être très douces, qui permettent à l'alcool de s'intégrer peut-être plus facilement, mieux. 2019, il est sorti en 2022, donc ça va être des élevages de 2 à 3 ans, dans du bois, neuf ou pas neuf, là je ne saurais pas vous le dire, en tout cas je ne sens pas le bois neuf. Il y a un léger côté vanillé, mais pas outrancier. En tout cas, c'est une très belle cuvée, et je pense que si j'arrive à en retrouver soit la même cuvée d'autres millésimes, ou alors une autre cuvée du même domaine, ce serait avec plaisir que je la dégusterai à nouveau. Santé et à bientôt.